Lorsque vous venez au monde, vous avez parmi les premières images, il y a votre mère, il y a la sage-femme, il y a le gynécologue. Mais généralement, le gynécologue, vous le perdez de vue. La sage-femme, vous la perdez de vue. Votre mère, si elle ne part pas, vous accompagne. Après, vous avez votre père, que votre mère va vous présenter. Vos aînés, grands frères, grandes sœurs, les oncles, les tantes. Tout cet environnement-là, c'est ce qui va vous forger. Il y a vos enseignants pour la maternelle. Il y a les collégiens, les lycéens, toutes les personnes que vous allez rencontrer. En réalité, les adultes que nous sommes le fruit de tout ce melting pot et de ce que nous retenons. Je tiens à garder ceci de mon enseignant, je tiens à garder cela de mon père, de ma mère, et c'est ce qui fait l'homme. Et donc, j'estime que la gestion d'un État ne doit pas être assimilée à la gestion d'une épicerie familiale. Ça ne doit pas être assimilé à la gestion d'une boutique. J'aime toujours prendre cet exemple. Ce n'est pas le meilleur, mais c'est un très bon exemple. Le président des États-Unis d'Amérique n'a aucun lien avec l'argent public. Aucun. Lorsque Barack Obama gagne la présidentielle en novembre 2008 pour prendre fonction le 20 janvier, Bush lui donne ceci comme conseil. Attention, je vous ai connu comme sénateur, donc brillant, jeune, intelligent et tout. Vous n'êtes pas dans les excès. Lorsque vous allez accéder à la présidence, vous devez savoir ceci. Vous aurez un budget annuel pour gérer la présidence. Du 20 janvier au 19 janvier de l'année suivante. Dans cet argent, vous avez de quoi manger, de quoi boire. Si au bout de 3 mois, 6 mois, vous finissez, tant pis pour vous. Pour le reste de l'année, c'est votre poche qui va parler. Ça, les Africains n'aiment pas en parler. Parce que beaucoup d'Africains, et même en Europe, rêvent du pouvoir, pas pour transformer la société positivement, mais pour eux-mêmes. Pour leurs femmes, pour leurs maîtresses, pour leurs enfants, pour leurs neveux, nièces, leurs papas, leurs mamans, etc., etc. Et on va prendre régulièrement dans la manne publique pour servir tout ce beau monde. Aux États-Unis, ce n'est pas possible. Donc je pense que les Africains devraient redéfinir le cadre. Il y a de l'argent quelque part, mais les ministres, les présidents de la République ne devraient pas avoir un accès direct, ne doivent pas avoir de lien. Vous êtes ministre, vous avez un budget de fonctionnement de votre ministère, point. Et ce budget, il est contrôlé. Vous ne pouvez pas tout seul, parce que vous êtes ministre, décider des investissements, etc., etc. C'est la catastrophe. À partir du moment où on ne rend compte à personne, on fait ce que l'on veut. Donc, il faut redéfinir ce cadre. L'exemple américain est un très bon exemple. Et pour revenir à nos ancêtres, lorsque l'on parlait de roi, lorsque l'on parlait d'empire, le roi ne décidait pas tout seul. Il avait autour de lui des conseillers, des gens que l'on pourrait appeler ministres, des assemblées et autres. Et ensemble, ils géraient la charge publique, la manne publique. Vous allez voir les livres d'histoire, il y avait très peu d'excès, il y avait très peu de débordements. Il y avait très peu de cas où des rois, des ministres et autres étaient accusés de détournement de fonds parce que les choses se faisaient de façon stricte. Donc moi, je pense que ce sont des cadres dans lesquels on peut se reposer pour regarder. Et surtout, il y a la question de la moralité. Quelqu'un dont on sait qu'il avait déjà eu à commettre des dégâts avec l'argent public ne devrait plus avoir la moindre charge. Vous allez en Europe du Nord, c'est le meilleur exemple, Suède, Norvège, Finlande, Danemark, pour prendre que ces cas-là, c'est impossible. Vous prenez 1 centime qui ne vous appartient pas, quand c'est avéré, vous êtes écarté, vous n'avez plus le droit de faire la politique. Vous ne pouvez plus être directeur général. Donc, dans la vidéo que nous avons fait précédemment, c'est ce que j'expliquais. Mais évidemment, les gens qui ont une courte vue, qui ne réfléchissent pas beaucoup, me sont tombés dessus parce que ils n'ont rien compris. Ils croient qu'avoir des diplômes, ça explique tout, ça permet tout. Non. La manne publique, elle est publique. Et vous allez à New York, il y a un grand panneau qui indique à la seconde près combien les États-Unis d'Amérique doivent. En Afrique, on devrait également arriver à ce niveau. Quelle est la dette publique du Congo, du Gabon, du Cameroun? Quelle est la part que les contribuables mettent là-dedans? Quelle est la part que tel service met dedans? Ça limite les débordements. Et chaque citoyen est en droit de demander des comptes. Mais à partir du moment où vous empêchez aux citoyens de demander des comptes, c'est terminé. En Suède, en Europe du Nord, je reviens encore une fois, lorsque vous savez comme ministre, c'est permis d'organiser un événement fastueux, vous avez le droit, le week-end, la semaine qui suit, le lundi, d'aller demander des comptes. Et s'il est avéré que c'est l'argent public qui a été utilisé, ce ministre, il démissionne, il n'y a pas de débat là-dessus. Vous savez, dans beaucoup de pays, il y a ce qu'on appelle le trésor public, ou une banque nationale.
Bon, nous, dans le cadre de l'Afrique centrale, on n'en a pas. La banque, elle est commune aux États de la CEMAC. Vous allez en Afrique de l'Ouest, c'est pareil. La banque, elle est commune à tout le monde, la BCAO. Et à ce niveau, il faudrait qu'il y ait un peu plus de transparence, puisque les États se sont entendus pour mettre leur argent en commun. Là, on a deux types de banques, en gros. Il y a le Trésor public, qui est une sorte de banque, et il y a la BCAO ou la BEAC. Ça, c'est deux types de banques différents, effectivement. Mais les gens doivent savoir combien il y a là-dedans. D'où ça vient. Donc, ce n'est pas la question de qui gère cet argent, mais la question, c'est d'où vient l'argent, à quoi ça sert et combien de signatures il faut pour sortir l'argent. À un moment donné, il faut arrêter le système où un seul individu peut se permettre de sortir l'argent public. Ça pose problème. Et nous, malheureusement, on a hérité cela de la France. Vous allez en France, vous créez une association avec des amis. C'est vous le président qui avez le droit de sortir cet argent. Ce n'est pas étonnant que les pasteurs, qui sont un peu comme les ministres, ils font ce qu'ils veulent. L'argent entre le dimanche, on a donné quelque chose, les gens vont chez eux, le pasteur, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de contrôle, ou très peu. Parce que rien qu'avec sa signature, s'ils ont un compte bancaire, ils sortent de l'argent. C'est la même chose pour les ministères et autres. Donc la question, ce n'est pas la personne, mais le système qui est mis en place. Au Mali, à l'époque du président Amadou Toumani Touré, il avait nommé ce qu'on appelle le vérificateur général. Et le vérificateur général avait un mandat qui était supérieur au mandat du président. Le président est élu pour 5 ans, le vérificateur général est nommé pour 7 ans. Ce vérificateur travaille avec des équipes diverses, des financiers, des comptables, des économistes de diverses formations. Et ce sont des gens qui ont le droit et l'obligation de contrôler tout l'argent public partout où il se trouve. Et lorsque le vérificateur général était nommé à cette époque, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, personne ne veut le destituer. Sauf s'il était avéré que lui détenait de l'argent. Donc, quand vous parlez de la personne, on va mettre en place une personne, mais cette personne est entre griffes au-dessus un peu de tout le monde, quoi. C'est-à-dire que vous êtes ministre, votre fille que vous avez nommée DAF, ce qui est interdit par nos textes, mais bon, parfois les gens le font, lorsqu'elle détourne, mais le vérificateur général met les dossiers en avant et votre fille est virée. Le ministre ne peut rien faire contre ce monsieur. Donc, quand vous parlez de la personne, c'est ce type d'individu que l'on doit mettre, une sorte de contrôleur général d'État. Alors, à partir du moment où on parle de Gabéji, il faut comprendre une chose. La plupart du temps, nous avons des textes qui ont tout prévu. Que celui qui a détourné, il y a une enquête, si c'est avéré, etc., etc. Revenons au Congo des années 80. C'est grâce au général Benoît Mondelongolo que j'ai appris cela. C'est-à-dire que dans les années 80, monsieur qui nous a quittés, Camille Bongo, venait de s'acheter une Peugeot. Il avait été convoqué par la commission de contrôle et de vérification du PCT. Parce qu'à l'époque, il faut comprendre que le PCT, c'était le parti unique. Il n'y avait aucun autre parti. On disait le parti dirige l'État. Donc le parti et l'État étaient confondus. Et de l'autre côté du fleuve, même Mobutu disait, même le fœtus dans le ventre de sa mère est membre du MPR, Mouvement populaire de la Révolution. Pour vous dire qu'on ne peut pas échapper au parti unique. Il avait été convoqué, on lui a dit, camarades, membres, vous gagnez tant par mois, comment vous êtes organisé, comment vous avez pu vous arranger pour pouvoir vous acheter tel véhicule. Il a dit, moi, j'ai quelqu'un qui travaille à SCKN CFAO, c'est une société française qui revendait des voitures sur place, et cette personne avec qui j'ai certains liens de parenté m'a fait une facilité de crédit. On a pris le contact de la personne, les coordonnées, et la CCV s'est déployée à la société pour vérifier. Les documents furent produits et Camille Bongo fut laissé tranquille. Donc vous voyez, c'est d'abord la question de la volonté des hommes. Quand vous parlez de politique pour mettre en place sur la Gabéji, tout est déjà prévu. Mais à un moment donné, lorsque vous lâchez prise, c'est comme l'enfant qui met le doigt dans le pot de confiture. Il met une fois, on ne le voit pas. Il met une deuxième, une troisième fois. Le jour où on va le surprendre, il y a la confiture partout et il ne reste plus rien pour les autres. Vous, c'est pareil. Maman fait à manger. Elle est en train de vendre dans sa boutique qu'elle cause. Vous allez dans la cuisine. Le pondou est prévu pour 18 h, tout le monde mange. De midi à 15 h, vous allez régulièrement goûter le pondou. Quand à 18 h, on va passer à table, il ne restera plus rien. Donc, il faut des contrôleurs pour contrôler les contrôleurs. Ça, on n'a pas le choix. Mandela avait posé cette question. Qui va garder le gardien? La grande question, c'est celle-là. Qui va garder le gardien? Mais il faut mettre en place tout simplement un système avec des hommes qualifiés, compétents, avec une moralité au-dessus, je dis bien au-dessus de la mêlée. Et ce sont ces hommes-là qui, dans leur tête, ne doivent rien à personne. Parce qu'il y a aussi ça. Quand je dois à quelqu'un, c'est difficile de me montrer impartial. Lorsque je sais qu'un tel m'a fait ou m'a fabriqué, c'est difficile de ne pas être redevable vis-à-vis de cette personne. Mais dans certains pays, ils ont réussi à le faire. Vous prenez une dame comme Hillary Clinton, lorsqu'il était avéré qu'elle avait utilisé son adresse mail personnelle pour envoyer des dossiers d'État, elle a été embêtée par le système. Les juges ont fait leur travail et ces juges n'ont jamais été embêtés.
Mais c'est d'abord la question de la volonté des hommes. Les lois sont faites par les hommes, pour les hommes. C'est nous qui mettons les lois en place, c'est nous qui les défaisons. Mais c'est d'abord une question de volonté. À partir du moment où vous avez des gens qui sont unis, qui sont d'accord pour que rien ne change, pour que rien ne bouge, mais ça va toujours continuer à filer ainsi. Personne ne sera responsable du moindre sou, d'un chantier inachevé, de l'argent qui s'est envolé dans la nature, alors que dans bien des pays dans le monde, ce sont des systèmes qui existent. Moi, j'ai étudié au Maroc. Le gouverneur de la Banque centrale du Maroc, à l'époque, rendait régulièrement compte au roi. Régulièrement. Et on savait, nous avons tant, le taux directeur est de temps, si on veut emprunter de l'argent, c'est de temps, etc. Une certaine transparence. Et quand la transparence n'est pas, on frappe. Monsieur veut jouer le système de l'opacité, on frappe. Celui qui transforme la banque ou le ministère en un domaine familial où ce sont des neveux, des nièces qui n'ont aucune compétence, qui arrivent à 6 heures, qui repartent à 8 heures, pourvu qu'il y ait de l'argent, mais ça ne peut pas marcher. Et je vous répète, dans le monde entier, il existe des hommes qui pratiquent cela. Les Chinois n'hésitent pas à destituer des ministres, à mettre des ministres en prison, voire même à les fusiller. Donc on peut si on veut. Il faut des textes qui soient adaptés et que ces textes soient publics. C'est-à-dire que chaque Africain devrait savoir, devrait pouvoir dire à son frère, à sa sœur, on t'a nommé à tel endroit, voici ce que disent les textes, fais attention. Vous savez, Nicolas Sarkozy, président de la République française, lorsque la France obtient la direction générale du FMI, par le biais de Dominique Strauss-Kahn, il connaissait le comportement prédateur sexuel de Dominique Strauss-Kahn. Il lui a dit, lors d'un entretien, en tête à tête, il lui a dit, faites attention. Aux États-Unis, ils ne sont pas aussi légers que nous en matière de mœurs. Qu'est-ce qui est arrivé? Dominique Strauss-Kahn va se faire avoir pour avoir, dit-on, violé une dame dans une chambre d'hôtel. Il est tombé. C'est inimaginable en Afrique. Hein? Tout le monde va même rigoler. On dit, mais ça se passe tout le temps. C'est des choses, c'est banal. Mais cette femme et ce monsieur. Et pour ça, il est tombé. Et regardez la loi américaine, il a été jugé comme tout homme. On lui a mis la tenue de prisonnier. Il est allé, il a été jugé et ils ont fait une transaction. Et ça a brisé sa carrière politique parce que lui, il ambitionnait d'être un jour président de la République française. Donc l'autre lui a bien dit, attention, aux États-Unis, les lois sont très strictes en matière de mœurs. Donc si on veut, on peut mettre en place des textes durs, des textes coercitifs, pour que chacun de nous, vous savez, lorsque vous jouez au ballon, vous n'avez pas le droit de jouer en dehors du terrain. En dehors du terrain, l'arbitre va vous dire, ça ne se passe pas là-bas, ça se passe ici. L'arbitre, lui-même, il est surveillé. Son surveillant est lui-même contrôlé. Ce n'est pas compliqué, c'est une question de volonté. Le gardien de but, lorsqu'il sort de la surface de réparation, il ne peut plus utiliser les mains. Voilà. Vous, quand vous allez à l'hôpital, vous êtes un patient, vous n'êtes pas médecin. Même si le directeur de l'hôpital, c'est votre père, vous connaissez les textes. Vous savez que lorsque j'arrive ici, je me comporte comme un malade. Je suis le fils de mon père en dehors de l'hôpital. Mais ici, je suis un malade comme un autre. Je suis un patient comme un autre. C'est valable pour ma femme, pour ma soeur, etc., etc. C'est une question de volonté. On a la possibilité de le faire, mais généralement, on ne veut pas le faire.